C'est Mélanie qui a la main. Et les autres intervenants, s'il vous plaît, vous coupez vos micros pour ne pas perturber l'intervention de Mélanie, puis le binôme Christophe Hugues. D'accord? Merci. Merci Bruno. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mots d'introduction synthétiques mais ralentis, effectivement, pour cette deuxième session du Club des branches destinée aux mesures d'âge dans les branches, sujet d'actualité à différents titres. Donc nous vous remercions de cette inscription et de cette connexion de ce matin. Nous expérimentons la double version en présentiel et en distanciel, et nous sommes toujours ravis de vous savoir intéressés par nos échanges. Donc les mesures d'âge ce matin et les branches qui naissent, vous le savez, de la volonté des partenaires sociaux de regrouper les entreprises d'un même secteur d'activité, tout en définissant les garanties sociales minimales des salariés, essentiellement en matière de rémunération et de classification, tout ceci en régulant la concurrence entre les acteurs d'un marché. Ces mêmes branches grandissent avec des histoires, des énergies diverses, vives pour certaines, un peu plus discrètes pour d'autres, en franchissant le cap de la maturité, en s'adaptant aux besoins d'accompagnement des entreprises, notamment par la formation professionnelle, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Les branches vont mûrir avec la nécessité de se rapprocher, nous le savons depuis plusieurs années, de manière choisie ou imposée pour assurer un peu plus d'effectivité et de lisibilité des normes en mutualisant leurs moyens. Donc toute l'histoire et la chronologie des branches nous conduisent à appréhender l'âge comme un levier de soutien aux employeurs. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce matin 3 temps d'échange avec 3 intervenants associés à 3 associés du département. Un premier thème abordant l'âge comme un levier de soutien aux employeurs. Et Hugues et Christophe Radet vont intervenir sur les thèmes de la discrimination dans les conventions collectives. Puis, nous appréhenderons la gestion des fins de carrière sur le terrain de la transmission en évoquant ensuite avec Olivier Merliot et ensuite avec Pierre Chaperon les réformes des retraites successives avec Bruno et Emmanuel qui interviendront successivement sur la base de questions-réponses sur lesquelles nous n'hésiterons pas à vous solliciter pour partager nos expériences. Voilà, je lance la première table ronde immédiatement et je passe la parole à Christophe et à Hugues. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Premier sujet de cette matinée, l'âge dans la négociation collective. Alors plus généralement, on pourrait dire l'âge dans le droit social. Parce que finalement, quand on regarde le droit du travail ou le droit de la sécurité sociale, on se rend compte que l'âge est un critère souvent utilisé. Alors, il est utilisé dans la loi, lorsque, par exemple, vous avez des conditions d'accès à certains contrats de travail, comme le contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Il est aussi utilisé dans la négociation collective, qu'elle soit de branche ou d'entreprise. Vous avez de nombreuses conventions collectives qui, par exemple, déterminent la durée d'un préavis de licenciement en fonction de l'âge du salarié ou le montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'âge du salarié ou éventuellement une grille d'application de critères de licenciement économique, que ce soit au niveau des branches ou au niveau des entreprises, qui vont prendre en compte l'âge du salarié. Donc l'âge, c'est un critère qui est utilisé pour déterminer l'accès ou pas à un droit. Le problème est que à partir du moment où vous avez l'âge comme critère de distinction, vous opérez par définition une différence de traitement. Et la particularité d'une différence de traitement qui repose sur l'âge, c'est que c'est, en application des dispositions de l'article 1132.1 du Code du travail, une discrimination liée à l'âge. Alors quand le critère utilisé est l'âge, c'est ce qu'on appelle une discrimination indirecte. Mais c'est parfois plus pernicieux parce que, notamment au niveau des branches, on peut avoir tendance à utiliser un autre critère, comme par exemple l'ancienneté ou l'expérience, qui en apparence n'est pas un critère d'âge, mais qui peut produire des effets identiques en termes de différenciation en considération de l'âge. C'est ce qu'on appelle une discrimination indirecte. Alors, ces notions, il faut qu'elles vous soient précisées, et elles le seront par le professeur Christophe Radet, pour une raison simple. C'est que quand vous êtes au niveau de la branche, la tentation peut être forte parfois d'utiliser le critère de l'âge
comme le critère de différenciation pour l'accès, l'attribution ou le non-accès à un droit. Ces notions de discrimination directe, de discrimination indirecte et, on va le voir, de raisons objectives, légitimes qui permettent de recourir à l'âge, elles sont dans la négociation collective de branche. Et il faudra, et ce sera la deuxième partie du propos de Christophe Radet, que vous puissiez utiliser les bons réflexes, vous poser les bonnes questions avant d'utiliser le critère de l'âge dans la négociation collective de branche. Je passe la parole au professeur Radet qui va rentrer un peu plus dans le détail sur tous ces aspects. Bien, merci Hugues pour cette introduction. Alors, je voulais évidemment, comme vous, aborder la question sur un angle, j'allais dire, à la fois, comme l'a indiqué Hugues, juridique et stratégique. C'est-à-dire qu'il faut partir, pour ce qui est des discriminations, d'éléments de définition qui sont relativement simples et qui sont les éléments qui figurent dans le Code du travail. Alors, je rappelle qu'une discrimination, c'est une catégorie particulière d'un genre plus large, qui est l'inégalité de traitement. Les discriminations sanctionnent les différences de traitement les plus graves, celles qui sont considérées par la société, par le droit positif, comme les plus scandaleuses. Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de dispositions, d'abord en matière probatoire, puisqu'on va favoriser la preuve par la victime, et puis ensuite, évidemment, en matière de sanctions, puisque vous le savez, les discriminations sont sanctionnées par le Code pénal, et sur le plan civil, elles sont sanctionnées de manière assez sévère, puisque non seulement elles vont entraîner la nullité des actes juridiques qui sont discriminatoires, et ça peut être un motif d'annulation d'une convention collective, notamment d'une convention de branche, mais ça peut également, vous le savez, lorsqu'il s'agit du licenciement, entraîner la nullité du licenciement, le droit à réintégration du salarié et le déplafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis l'ordonnance de 2017. Je précise d'ailleurs que si vous appliquez une disposition de branche qui est considérée par le juge comme étant discriminatoire, eh bien, vous en paierez les conséquences sur le plan individuel puisque le licenciement sera nul et potentiellement l'indemnisation sera élevée. Alors, comme l'a indiqué Hugues, il y a deux types de discrimination. Les discriminations directes, on va dire que ce sont les discriminations qui sont visibles, celles qui reposent sur un motif qui est identifié par la loi comme étant prohibé, c'est le cas de l'âge. Et puis les discriminations indirectes, qui sont des discriminations qui sont induites par un critère professionnel. Et ce sont, avec les discriminations directes et indirectes, en réalité deux types de difficultés distinctes qu'il faut avoir à l'esprit. Les difficultés qu'on va rencontrer avec les discriminations directes, en réalité, ce sont des hypothèses dans lesquelles on va viser l'âge pour conditionner l'octroi d'un avantage ou d'un régime juridique. Et on va viser l'âge croyant bien faire. Alors, ça veut dire quoi, croyant bien faire? On sait que le droit du travail a toujours, dans la loi d'abord, adopté des mesures d'âge. La plus vieille loi du droit du travail moderne, la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants, fixait des seuils d'âge. À l'époque, d'ailleurs, la majorité professionnelle était fixée à 8 ans. Les choses ont bien changé. Donc, l'âge d'accès à l'emploi, on le sent instinctivement, est destiné à protéger le mineur qui n'a pas encore terminé sa croissance et son éducation, et il correspond d'ailleurs à la fin de l'obligation scolaire. On pense également à l'âge de fin de carrière, à l'âge de mise à la retraite, et on sait que depuis les réformes initiées par le gouvernement Sarkozy, l'âge de mise à la retraite a été fixé à 70 ans, avec ce régime intermédiaire que vous connaissez, entre 65 et 70 ans. On sent instinctivement que viser l'âge peut être une mesure de protection de la personne. Et lorsque on protège la personne, je vous ai mis l'article L1132.2 pour rappel, on est dans une différence de traitement autorisée par la loi. Donc s'il s'agit de prendre en considération la situation de la personne âgée, jeune âge ou grand âge, pour en tirer une mesure de protection et pour accorder éventuellement des droits spécifiques ou catégoriels à la personne, on n'est pas dans une discrimination. Pour une raison très simple, c'est que la discrimination, je vous le rappelle, en reprenant la distinction, la discrimination est une mesure défavorable. C'est une défaveur, c'est une différence de traitement qui vise à retirer à la personne des droits ou des avantages. Or là, lorsqu'on protège les personnes parce qu'elles sont dans une position de vulnérabilité particulière liée à l'âge, en réalité, on ne les discrimine pas. Au contraire, on leur accorde des droits supplémentaires, on les protège. Simplement, si on prend l'exemple de la retraite, on les dispense d'activité et pour autant, on leur verse un revenu de remplacement.
Donc, la difficulté qu'on va rencontrer, on y reviendra avec lui dans quelques instants, pour les discriminations directes, c'est donc lorsqu'on a affaire à une mesure d'âge et que l'on croit que la mesure d'âge est justifiée, il faut savoir si on est vraiment dans une hypothèse de différence de traitement autorisée ou si on n'est pas dans une discrimination. Ça veut dire concrètement, on le reverra, qu'il faut s'interroger sur la question de savoir si l'âge est un critère pertinent pour retirer des droits ou adapter un régime juridique moins favorable à la personne en fonction de son âge. L'autre catégorie de discrimination, qui sont les discriminations, comme l'a dit Hugues, les plus pernicieuses, ce sont les discriminations indirectes, c'est-à-dire des mesures qui sont adoptées par l'entreprise ou par la branche sur un critère professionnel. Hugues a cité évidemment les deux critères qui sont les plus problématiques, qui sont les critères qui se rapprochent le plus de l'âge, c'est-à-dire l'expérience et l'ancienneté, et qui, lorsqu'ils vont s'appliquer, vont frapper plus particulièrement les travailleurs âgés. Ce qui veut dire concrètement que lorsque l'on observe la part d'une classe d'âge dans la population salariée, soit de l'entreprise pour les discriminations indirectes d'entreprise, soit dans une branche pour les discriminations de branche, on va s'apercevoir que la part des salariés effectivement frappés par la mesure de l'accord de branche est proportionnellement plus importante que la part que représentent ces travailleurs âgés dans la population de la branche. Et lorsque vous avez une disproportion manifeste entre la part de ce groupe d'âge dans la population de la branche et la part de cette classe d'âge dans la population visée par la mesure défavorable, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez potentiellement une discrimination indirecte. Alors, pour qu'il y ait une discrimination indirecte, il faut évidemment partir de ce constat qui est la plupart du temps un constat statistique, mais pas nécessairement. Un salarié tout seul peut établir qu'il est victime d'une discrimination indirecte. Mais encore faut-il que le critère professionnel qui a été retenu, on va prendre ici l'exemple de l'accord de branche, soit un critère professionnel qui ne repose pas sur une justification particulière. C'est ce que dit la directive de 2001 sur les discriminations d'âge qui a été reprise en droit français. Il n'y a pas de discrimination indirecte si le choix du critère neutre, c'est-à-dire le critère professionnel, est justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Donc concrètement, une mesure professionnelle qui produit un effet discriminatoire indirectement, cette mesure sera considérée comme discriminatoire si l'auteur de la norme, en l'occurrence les partenaires sociaux au niveau de la branche, ne sont pas capables d'expliquer les raisons particulières pour lesquelles ils ont dû viser ce critère professionnel là et pas un autre. C'est important parce que ça veut dire concrètement que lorsqu'on rédige un accord collectif et que l'on vise un critère professionnel qui est dans la galaxie du critère d'âge, à proximité du critère d'âge, il faut s'interroger de manière anticipée pour savoir si ce critère, qui n'est pas a priori discriminatoire, ne serait pas susceptible de produire un effet mécanique et indirectement discriminatoire. Et ça, c'est vraiment important. Alors, on s'est beaucoup inquiété en réalité sur le risque que font courir les discriminations indirectes sur les actes juridiques. En réalité, quand on observe les différents exemples, on s'aperçoit qu'il y a finalement peu d'exemples en matière conventionnelle. Je ne l'ai pas cité parce que je n'ai pas la place dans le document, mais l'un des exemples les plus récents, c'est l'exemple sur l'attribution de la médaille du travail au Crédit Lyonnais. Alors, ça concernait un accord d'entreprise et pas un accord de branche. Mais c'est intéressant parce que lorsque l'entreprise Crédit Lyonnais a mis en place un accord collectif pour verser la fameuse prime exonérée aux salariés bénéficiaires de la médaille du travail, eh bien, la grille avait un trou. C'est-à-dire que les salariés qui bénéficiaient de l'ancien système, lorsqu'on les a rebasculés dans le nouveau système d'attribution, eh bien, certains salariés ont été privés de l'un des versements de la prime, notamment de milieu de carrière vers 35 ans de carrière. Il y a une salariée qui a réclamé le versement de cette prime en disant « mais l'application de la nouvelle grille, moi, compte tenu de mon âge, me prive de la médaille du travail 35 ans. » Eh bien, elle a obtenu gain de cause parce que lorsque le débat s'est noué devant le Conseil de prud'homme et que la salariée a dit « mais en fait, moi, en tant que salarié ayant 55 ans, je n'ai pas pu bénéficier de la fameuse prime qui est réservée aux salariés qui ont 35 ans d'ancienneté au titre de la médaille du travail », le Crédit Lyonnais n'a pas été capable d'expliquer les raisons particulières pour lesquelles
il avait choisi ce système de catégorie d'âge pour l'attribution des différents degrés de la médaille du travail. Et comme le Crédit Lyonnais n'a pas été capable d'expliquer les raisons particulières pour lesquelles il avait choisi ces grilles d'âge, il a été condamné à verser à la salariée cette fameuse prime de 35 ans. Donc on le voit, il y a peu d'exemples, mais il faut tout de même, et ça c'est l'intérêt aussi des cabinets d'avocats spécialisés au niveau des branches, il faut quand même être proactif en matière d'accords de branche et il faut quand même s'assurer que ces accords de branche ne sont pas en train de générer des risques potentiels de discrimination indirecte. Voilà ce que je voulais vous Justement, dire. sur ce terrain-là, on a quelques dispositions d'accords de branche qui prennent comme critère d'attribution ou de non-attribution d'un droit l'âge. Alors, j'ai cité tout à l'heure la question du préavis. On trouve pas mal de conventions collectives qui allongent la durée du préavis lorsque le salarié licencié atteint un certain âge. On trouve des clauses qui minorent le montant de l'indemnité de licenciement lorsque le salarié atteint un âge qui le rapproche de l'âge auquel il peut probablement liquider une pension de retraite. Donc là, on peut se poser la question de savoir si on est en présence de discrimination directe, licite ou illicite. Et puis, on a aussi des dispositions, j'en ai trouvé une qui détermine la classification du salarié en fonction du diplôme, mais à diplôme égal, un salarié qui aura 26 ans sera mieux placé qu'un salarié qui a 25 ans. Alors je trouve que c'est un bon exemple, cet exemple de classification de convention collective en fonction de l'âge. Est-ce que par rapport à ce que Christophe, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, est-ce que on est en présence d'une discrimination directe? La réponse est oui, évidemment, puisque l'âge est directement utilisé comme critère différenciant. Mais est-ce qu'on est en présence d'une discrimination directe qui est objectivée? Je te passe la parole pour apporter une réponse sur un cas très pratique. Alors, ce qui est intéressant dans ces questions de justification des différences de traitement, puisque c'est la justification qui va faire basculer la mesure d'âge d'une différence de traitement autorisée à une discrimination, c'est effectivement s'interroger sur la pertinence du critère d'âge. Il faut bien avoir à l'esprit que, au regard des exigences du Code du travail, l'âge est un critère suspect. À partir du moment où l'âge fait partie de ces motifs qui sont visés par le texte sur les discriminations, à partir du moment où vous visez l'âge comme critère, vous êtes suspect. Alors, ce qui veut dire concrètement que c'est l'auteur de la norme, l'auteur du comportement, ici l'auteur de l'accord de branche, qui doit expliquer les raisons pour lesquelles l'âge est susceptible d'être un critère pertinent. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin dans l'explication. Il faut expliquer que vous ne pouvez pas parvenir au résultat que vous visez, et ce résultat doit être un résultat légitime, c'est-à-dire qu'il doit présenter un caractère professionnel. Il faut prouver que le critère d'âge est le seul moyen pertinent pour parvenir au résultat que vous souhaitez obtenir et que ce résultat est légitime. Et par ailleurs, là aussi c'est intéressant, il y a ce qu'on appelle l'exigence de proportionnalité, c'est-à-dire que l'on peut très bien évidemment comprendre que le critère d'âge soit pertinent, mais encore faut-il que vous ayez situé votre critère d'âge à un niveau qui n'est pas excessif par rapport à l'objectif que vous visez. Et donc là, on voit bien qu'il y a tout un travail de conviction du juge à faire. Et ce qui est très important à rappeler, puisque nous sommes dans le cadre, dans le contexte de la négociation de branche professionnelle, lorsque les partenaires sociaux adoptent une mesure d'âge, il est, à mon sens, extrêmement important que soit dans le préambule de l'accord, soit dans les minutes de la négociation de l'accord de branche, qu'il est, à mon sens, extrêmement judicieux de tenir, il soit rappelé pourquoi l'accord a adopté une mesure d'âge, quel est l'objectif professionnel qui est poursuivi au travers de la mesure d'âge, et également en quoi le seuil d'âge qui a été fixé est un seuil qui est raisonnable en termes de proportionnalité. Et on voit bien, je n'ai pas cité le contentieux des pilotes de ligne, hein, mais on voit bien, à propos notamment d'un contentieux donc, sur les pilotes de l'aviation civile, qu'un âge peut être pertinent, mais pas pour n'importe quelle mesure. À 60 ans, vous pouvez considérer effectivement que le risque qu'un pilote de ligne ait une altération de sa capacité physique de vol, que ce risque augmente, et donc vous pouvez adopter une mesure d'âge. Mais à 60 ans, la mesure d'âge pertinente n'est pas la rupture du contrat de travail. Elle n'est même pas d'ailleurs le terme de la carrière de pilote, mais elle est le commencement d'une période de surveillance médicale renforcée sur les aptitudes du pilote.
Le fait que vous poursuiviez par ailleurs un objectif de protection de la sécurité des passagers ou du trafic aérien n'y change rien. La question de la sécurité des passagers, c'est la question de la justification. Là, c'est un problème de proportionnalité. Donc, il faut vraiment raisonner en termes de proportionnalité et il faut se demander si la mesure qui est liée aux critères d'âge est la mesure qui porte le moins atteinte finalement à l'intérêt du salarié âgé. Et quelquefois, d'ailleurs, on réfléchit beaucoup, peut-être trop en termes de justification, mais on ne réfléchit pas assez en termes de proportionnalité. Il faut vraiment se demander à chaque fois si la mesure adoptée est strictement proportionnelle. Donc, il y a cette présence de la proportionnalité et de son explication dans le préambule, dans les minutes, et évidemment, lorsqu'il y a un contentieux judiciaire des mesures d'âge, il y a un travail de justification très important à faire devant le juge, puisque, je le répète, cette mesure est suspecte et donc c'est à l'employeur de se justifier ou c'est aux partenaires sociaux dont l'accord est mis en cause de se justifier. Ce qui veut dire que très clairement, les partenaires sociaux doivent faire preuve de beaucoup de précaution lorsqu'ils abordent la question de l'âge comme critère différenciant. Alors ça fait le lien ça fait le lien avec ce qui va nous être présenté maintenant, puisque inévitablement la question de l'âge du salarié dans l'entreprise va se poser, avec notamment la question de la réforme des retraites, mais aussi la question du maintien dans l'emploi du salarié qui atteint un certain âge. Et ce sont deux sujets qui sont très liés et deux sujets qui vont être d'une particulière actualité, je pense, lorsque la question de la réforme des retraites sera remise sur la table. Je merci Christophe pour toutes ces précisions. Évidemment, vous aurez la possibilité de poser des questions au terme des interventions. Et je repasse la parole à Bruno. Merci Christophe pour cette intervention encore une fois et puis bonne écoute pour tous les autres thèmes que nous allons aborder. Merci Hugues et merci à Christophe donc de ces interventions. Effectivement, avec Olivier Mériot qui donc apparaît maintenant, nous avons prévu d'évoquer la question des travailleurs expérimentés et c'est donc le lien avec ce qui vient d'être dit. Donc Olivier Mériot a été directeur adjoint de l'ANACT. Il est maintenant donc intervenant au cabinet Plaisance et il est le co-auteur d'un rapport sur les travailleurs expérimentés qu'il a remis en 2020 et précisément Olivier, ce qui nous paraît important, c'est que puisque l'âge qui vient d'être évoqué renvoie à des notions comme l'employabilité, se posant, disons, à tout âge, quelle a été la commande que le Premier ministre vous avait fait à vous trois et je vais donc vous laisser la parole. Merci Bruno. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de partager mon écran puisque j'ai un support à vous faire découvrir. Voilà, tac. Je vous demande une petite seconde parce que c'est pas forcément très fluide, mais on va y arriver. Hop. Voilà. Vous devez normalement voir mon écran. C'est bon, on le voit. C'est bon? C'est bon. Voilà. Bon, écoutez, parfait. Donc, merci à toutes et tous. Donc, merci en particulier à Bruno et à Mehdi Kossenet pour leur invitation réitérée. Donc, comme l'a dit Bruno, j'ai eu l'occasion de participer dans le monde d'avant le Covid, à la rédaction d'un rapport commandé par le Premier ministre sur la question de l'emploi des travailleurs expérimentés. Et c'est autour en particulier des éléments de diagnostic et de propositions ou de pistes qu'on avait soulevées qui pourraient concerner plus spécifiquement l'agenda social des branches que j'ai organisé cette petite présentation. D'abord, pour vous remettre un petit peu les choses dans le calendrier de l'époque, juillet 2019, rapport de Levoix, discours politique général du Premier ministre, dans lequel Édouard Philippe
annonce le lancement d'un grand plan pour l'emploi des seniors, c'est-à-dire d'un énième grand plan pour l'emploi des seniors. Il se trouve que l'été passe, que rien ne se concrétise, et sans doute qu'à la rentrée de septembre 2019, quelqu'un se réveille dans un cabinet ministériel et dit, bah alors, le grand plan de l'emploi, pour l'emploi des seniors. Et vous savez comment ça se passe en France, quand on a un problème, on crée une commission, et donc on va créer une commission, on va faire une commission sur l'emploi des seniors. Et c'est cette commission, avec Sophie Bellon et Jean-Manuel Soussan, donc Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo, et Jean-Manuel Soussan, DRH du groupe Bouygues Construction à l'époque, maintenant groupe Bouygues, et moi-même, qui sommes missionnés pour travailler sur ce sujet. Je précise que sur ce sujet, il y avait déjà eu 5 rapports en moins de 5 ans, de la part de France Stratégie, de la part de la Cour des comptes, de la part de la Commission des affaires sociales du Sénat, de la part du Conseil économique social, de la part du Conseil d'analyse économique. Donc c'est pas comme si c'était un sujet neuf qu'on découvrait, sur lequel personne n'a essayé de réfléchir et produire des bonnes idées. Donc c'est peut-être la première difficulté qu'on ait. Alors, juste pour vous remettre en 2 mots la commande initiale du Premier ministre, vous voyez qu'elle est extrêmement large, puisque elle fait évidemment le lien entre la perspective de l'allongement de la vie professionnelle, l'évolution des critères pour l'obtention de la retraite à taux plein, et la présence sur le marché du travail. Donc il est dit que ça semble de bon sens, on ne peut pas inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps sans réinterroger les transitions entre activité et retraite, sans aménager les fins de carrière, sans adapter les postes, les horaires, les conditions de travail. Et donc on nous demande d'aller repérer dans toute une série de domaines d'action les leviers efficaces pour améliorer, euh, allonger la durée de vie, entre guillemets, des salariés sur le marché du travail. Une des particularités, c'est qu'effectivement, ça concerne aussi bien le champ de la formation professionnelle, au travers de problématiques d'employabilité sous l'angle des compétences, que le champ des conditions de travail, que celui de la gestion des parcours professionnels, et donc c'est dans l'ensemble de ces champs qu'on nous demande à l'époque d'aller travailler. Donc ça a représenté cette mission donc, qui s'est étalée de septembre à janvier 2020, 4 mois de travail. On a fait classiquement, comme on le fait dans ce type de mission, on a auditionné l'ensemble des parties prenantes, partenaires sociaux, représentants de petites et grandes entreprises, branches professionnelles, experts des ressources humaines, experts de la protection sociale, de l'emploi, de la formation, etc., pour aboutir à ce rapport qui a été remis. Alors, précisément, Olivier, quels sont les éléments de diagnostic principaux qui ressortent de toutes ces auditions? Alors, les éléments de diagnostic, juste avant les éléments de diagnostic, pour le clin d'œil, la petite photo que vous ne trouverez pas sur Oui, Internet, et puis le lien vers ce rapport qui est toujours en ligne sur le site du ministère du Travail. Ok, important, effectivement, pour accéder au rapport. Alors, les éléments de diagnostic. Donc évidemment, ça fait partie aussi des éléments classiques dans une mission de ce type-là. Juste, je vais pas, si vous rapportez, si vous regardez le rapport, vous verrez que cette partie-là est extrêmement précise et développée. Mais donc, je vais juste souligner quelques éléments clés. Vous voyez que la tendance générale, entre guillemets, vue de loin en tout cas, la tendance générale va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que le taux d'emploi des seniors s'est redressé en France depuis 20 ans. Pour toutes les catégories d'âge à partir de 55 ans. Mais surtout pour les catégories entre 50 et entre 55 et 60 ans, c'est moins évident pour les autres. Donc on a rattrapé la moyenne européenne pour l'emploi des 50-59 ans. Et on reste bien en deçà quand même de cette moyenne européenne pour les 60-64 ans. C'est ce que montre ce graphique-là, vous voyez, sur l'ensemble de la tranche 55-64. On est quand même, on reste globalement dans le bas du classement européen. Après, évidemment, comme toujours, c'est pas un seul indicateur qui permet d'avoir une vision précise de la problématique. Mais en tout cas, sur cet indicateur, qui est l'indicateur un peu clé, un peu phare des politiques européennes et des politiques nationales,
la France n'est pas forcément bien classée. Alors, cela étant, voilà, ce qu'on montre, c'est que c'est surtout au-delà de 59 ans que la situation reste problématique. Et c'était donc une amélioration générale qui masque, comme souvent, des situations spécifiques plus préoccupantes. Une partie des seniors connaît des fins de carrière difficiles, en particulier les femmes. Vous voyez ici le différentiel entre les taux d'emploi des femmes et des hommes au-delà de 55 ans. Et vous voyez que le différentiel est important, hein, de l'ordre de 4 points sur l'ensemble de la population. Et c'est un différentiel qui est également marqué, hein, au niveau européen. Et donc ça, c'est une première catégorie qui est en particulier pénalisée pour évoluer sur le marché du travail. La deuxième catégorie, c'est les moins qualifiés. Plus on est qualifié, plus on reste longtemps en emploi. À l'inverse, les bas niveaux de qualification ont tendance à quitter le marché du travail plus tôt et davantage d'ailleurs pour des problématiques liées par exemple à la santé et que les populations les plus qualifiées. Et puis enfin, une troisième type de population pour lesquelles la situation s'est complexifiée, c'est la population de ce qu'on appelle les ninis. Alors, ce n'est pas les ninis, les jeunes ninis, c'est les vieux ninis, c'est-à-dire ceux qui sont ni en emploi, ni en retraite ou en pré-retraite, qui sont dans un entre-deux. Et cette population-là, elle a beaucoup cru dans les 2 décennies passées, à tel point que, par exemple, à l'âge de 60 ans, près de 28% des personnes ne sont ni en emploi, ni à la retraite. Donc, pour une partie d'entre eux, ils sont dans les statuts intermédiaires, ils ont pu sortir du marché du travail, mais ils n'ont pas encore les conditions pour faire valoir leur droit à la retraite. Et évidemment, cette situation, elle se traduit, dans bien des cas, par des situations difficiles en termes de conditions de vie. Voilà. Dernier point sur le contexte, le diagnostic, et finalement en perspective. Pour les politiques publiques, la question clé liée à toute réforme des retraites, c'est que si on durcit, entre guillemets, les conditions d'obtention du taux plein, que ce soit par un allongement des durées de cotisation ou un âge pivot ou un âge minimum, peu importe, la question clé et le défi, c'est de faire en sorte que les personnes soient réellement en capacité de rester sur le marché du travail jusqu'aux nouvelles bornes qu'on aura posées. Et donc, la question clé, c'est est-ce que le taux d'emploi va suivre le taux d'activité? Donc, ce qui veut dire, Olivier, que au vu de ces différents constats, vous avez été amené à définir, je crois, 40 propositions. Alors, on ne va bien sûr pas les passer en revue et chacun de nos amis pourra accéder à ce rapport. Mais au-delà du détail, quelles ont été les lignes directrices donc de ce rapport? Alors, sur ces lignes directrices, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail des 40 propositions. Mais là, ce que je vous propose, c'est d'abord de partager un petit peu la philosophie générale, quelques lignes stratégiques un peu générales qui ont été posées, et puis de faire un focus ensuite sur quelques propositions qui concerneraient plus directement l'agenda social des branches. Alors, d'abord sur les orientations générales. La ligne directrice, et là-dessus on s'est très vite retrouvé avec Sophie Bellon et avec Jean-Manuel Soussan, c'est que il nous semblait important de dire qu'il faut rompre avec la vision défensive, dominante, qui a été celle qui a informé à la fois les politiques publiques et les pratiques des entreprises sur ce sujet-là depuis des décennies. Quand on dit vision défensive dominante, vision défensive, c'est extrêmement symbolisé par le terme même de maintien en emploi des seniors. La première chose qu'on a dit à la ministre, c'est qu'on refusait et qu'on n'allait pas utiliser ce terme un peu classique des politiques publiques de maintien en emploi des seniors,
à la fois parce qu'il est assez dépréciatif, hein, et puis parce qu'il est pour le coup, il montre qu'il est quasi palliatif. Et donc, y compris dans la terminologie, on voulait faire passer le message qu'il fallait passer à une approche plus offensive, plus positive du sujet des travailleurs âgés, d'où le choix qu'on a fait de mettre l'accent sur la notion de travailleurs expérimentés, justement parce qu'il nous semble que la question, le sujet de l'expérience au travail peut être une ressource un peu clé pour essayer de repenser un petit peu le sujet autrement. Donc, voilà, ligne directrice, rompre avec cette vision défensive et essayer de basculer vers une stratégie préventive, globale, de maintien de la capacité de travail des salariés à tous les âges. Alors ça, c'est une autre chose importante, notamment qui permet aussi de faire écho à ce que disait le professeur Radé au début, qui pointait le fait que dans les accords d'entreprise, dans les accords de branche, comme dans la législation d'ailleurs, le critère d'âge était un critère très, très largement dominant. C'est pareil pour les politiques publiques ou les politiques d'entreprise qui essayent, qui construisent des catégories basées sur ce critère d'âge, alors que, pour plein de raisons, c'est pas simplement l'âge qui compte. Enfin, l'âge est peut-être l'âge physique, l'âge biologique, est peut-être le plus mauvais des critères qui va déterminer la capacité à réellement rester sur le marché du travail. Évidemment, en fonction de ce qu'a été votre trajectoire professionnelle, mais pendant toutes les années passées, quand vous arrivez à 50 ans, votre capacité à rester en emploi est déterminée non pas par votre âge biologique, mais par tout ce que vous avez connu auparavant. Et c'est la même chose pour les entreprises. Quand une entreprise se préoccupe de ses vieux, entre guillemets, salariés, quand ils ont 55 ans, il est déjà trop tard, parce que tout s'est joué avant. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir une approche préventive en continu, tout au long de la vie professionnelle, pour garantir aux salariés et aux entreprises le fait que la main-d'œuvre va pouvoir rester employable dans de bonnes conditions et performante le plus longtemps possible. Donc ça, c'est vraiment le message clé qu'on a voulu, et c'est autour de ça qu'on a essayé d'organiser l'ensemble des préconisations. Alors évidemment, ça suppose des paris. Ça suppose deux paris en particulier. D'une part, donc de rompre avec une approche segmentée du sujet. Vous savez que enfin, ce sujet-là, il est particulièrement difficile à appréhender pour les entreprises et pour les pouvoirs publics, y compris pour les branches professionnelles, pour les organisations professionnelles, en particulier parce que il suppose d'agir sur toute une série de facteurs qui sont extrêmement variés, qui relèvent à la fois des problématiques de compétences, des problématiques d'emploi, des problématiques de transition emploi-retraite, des problématiques de protection sociale complémentaire, des problématiques de santé au travail. Voilà. Et dès qu'on a un sujet qui est transversal en France, on se heurte à un gros problème qui est celui de la segmentation par silo des champs de responsabilité des uns et des autres. C'est valable pour le ministère du Travail, mais c'est valable aussi pour n'importe quelle organisation professionnelle. Et donc, c'est un sujet qui va nécessiter de travailler un petit peu autrement pour réussir à agir sur l'ensemble des leviers concernés. Ce pari également, c'est celui d'aller sur une approche intégrée, donc transversale, du vieillissement actif. Le vieillissement actif, ça a été le mot d'ordre des politiques promues par la Commission européenne au début des années 2000 et 2010. 2010 a été l'année européenne du vieillissement actif. Assez étrangement, ce modèle de référence n'a pas du tout percuté en France. Sans doute qu'on était occupé à autre chose en France pendant ce temps-là, mais on a fait un petit test pendant les auditions. Il se trouve que les partenaires sociaux européens ont signé un accord volontaire, un accord cadre européen en 2017 sur le vieillissement actif. Dans nos auditions, on a systématiquement questionné les organisations syndicales et patronales sur le fait, est-ce que vous connaissez cet accord? Aucune des organisations ne le connaissait. Était capable de dire ce qu'il y avait dans cet accord. Donc il y a bien un cadre de référence posé au niveau européen qui nous semble intéressant parce que stratégiquement, il pose les choses de la bonne manière, nous semble-t-il, mais le fait est que les partenaires sociaux français ne sont pas du tout acculturés, ne sont pas du tout emparés de ce cadre de référence. Et donc, nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'il faut aller rechercher ce cadre de référence et essayer de lui redonner vie dans le dialogue social. Et ça concerne évidemment beaucoup les branches professionnelles. Deuxième pari, c'est sortir de ce qu'on a appelé la préférence collective pour les départs anticipés. Ça, c'est quelque chose qui est très...
et qu'on montre qu'on ne sait pas trop planter, en fait. Pardon, il y a un micro qui fait du larcène, voilà. Donc cette préférence collective, vous savez, si aujourd'hui euh, on a toujours un problème de départ anticipé du marché du travail, c'est ni le fait entièrement des entreprises, des employeurs, ni le fait entièrement des salariés. Mais c'est que ça arrange tout le monde. Ça arrange les uns et les autres de trouver des solutions pour que les salariés puissent partir plus tôt du marché du travail, en partie en reportant le coût d'ailleurs sur des régimes sociaux, assurance chômage en particulier. Pour sortir de ce schéma-là, il nous semble indispensable de développer des alternatives au départ brutal, à la rupture brutale du marché du travail. Et donc ça veut dire développer des transitions plus douces entre activité et retraite, des allers-retours, des aménagements à la carte, de l'organisation du travail. Cette dimension-là est extrêmement importante. On ne pourra pas tous travailler jusqu'à 64 ou 65 ans ou 67 ans dans les mêmes conditions dans lesquelles on travaille à 35 ans ou à 40 ans. Et donc il y a un effort collectif à faire pour imaginer des formules à la carte. Et ces efforts collectifs ils vont passer par sans doute une différenciation beaucoup plus grande des règles en matière de temps de travail et d'organisation du travail. Et je finirai sur les différents partis pris de ce rapport. C'est, vous l'avez compris, à la fois on fait acte, enfin, on fait une parole volontariste, mais on mise avant tout sur la transformation des pratiques et des représentations. On est un peu lucide sur le fait que ça ne sert à rien de surréglementer sur un sujet comme ça, parce que de toute façon, il y aura toujours des échappatoires qui seront offerts aux entreprises ou aux salariés. En tout cas, elles les trouveront. Et donc, évitons la réglementation sans impact. Par contre, il me semble que ce volontarisme, il concerne le premier chef, il doit être porté au premier chef, porté à nouveau par un dialogue social redynamisé sur ce sujet-là. Et dans le rapport, on a toute une série de propositions très, très pratiques, très concrètes, Alors qui concernent le dialogue social. Alors, précisément Olivier, est-ce qu'on peut évoquer quelques préconisations que vous avez pu faire les uns les autres pour les branches? Alors, juste avant d'aller sur les préconisations, juste visuellement pour vous montrer un peu la structure du rapport, les 5 axes. Je ne descendrai pas plus bas dans l'arborescence parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais donc nos 40 propositions, nos 38 propositions, elles s'inscrivent sur 5 axes, donc qui concernent d'une part le vieillissement dans les politiques de prévention et de santé au travail, qui concernent d'autre part la prévention des risques d'obsolescence des compétences dans les politiques de développement des compétences de formation, qui concerne les sujets de mobilité et de transition professionnelle, c'est l'axe 3, qui concerne les transitions, la progressivité des transitions entre activité et retraite, c'est l'axe 4, et qui concerne de manière plus transversale les transformations culturelles des organisations, voilà, pour faire évoluer les représentations. C'est autour de ces 5 axes stratégiques que s'ordonnent les propositions du rapport. Alors maintenant, pour finir, donc sur les quelques pistes et propositions qui concernent plus particulièrement le dialogue social dans les branches. Je précise que ces propositions-là, elles sont relativement indépendantes, aussi, de mon point de vue, d'une réforme des retraites. Je m'explique. Le sujet du vieillissement au travail, il se pose déjà aujourd'hui, quelles que soient les réformes futures. Il se pose déjà aujourd'hui, ne serait-ce que pour assurer la bonne mise en œuvre des objectifs fixés, par exemple, par les réformes précédentes, et par la réforme Touraine en particulier. Donc, j'allais dire, a fortiori, si demain, et ça sera le cas de toute façon, le prochain gouvernement remet sur la table la question de la réforme des retraites, ce sera le cas a fortiori, mais déjà, ça se pose déjà aujourd'hui. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une autonomie relative de l'agenda social par rapport à l'agenda politique sur ce sujet-là. Et que, quel que soit ce cadre-là, les partenaires sociaux sont légitimes et utiles pour avancer sur ces sujets-là s'ils le souhaitent. Quelques pistes et propositions, ça ne reprend pas l'intégralité des propositions du rapport, mais en tout cas, c'est des sujets qui nous semblaient plus importants. D'une part, il nous semblait utile de pouvoir redynamiser la négociation de branche et surtout renforcer sa capacité à porter une vision systémique des enjeux du vieillissement au travail. Je l'ai dit, ce sont des enjeux complexes parce qu'il y a plein de facteurs en cause. Et aujourd'hui, on n'y voit pas très clair sur, en particulier, les dynamiques sectorielles, les spécificités de chaque secteur là-dessus. Et donc, ce qu'on avait proposé, c'était d'initier, au sein des observatoires de branche, mais en lien avec les organismes de prévoyance,
des diagnostics, encore une fois, à 360 degrés sur l'ensemble des champs, afin d'éclairer les différentes thématiques couvertes par cet accord cadre européen sur le vieillissement actif. Ça a fait l'objet d'un amendement dans le projet de loi de retraite qui a été adopté en première lecture, avant qu'il ait été suspendu. Peut-être que quelqu'un s'en souviendra dans quelques mois. Deuxième proposition qui avait été faite, c'était d'ouvrir un agenda social de négociation sur le vieillissement actif au travail comme volet de la négociation triennale sur les conditions de travail et la GPEC. Et ça, l'inscrire. Alors, je ne crois pas, moi, je crois pas aux vertus magiques du Code du travail, mais en tout cas, que les partenaires sociaux soient fortement incités, pour le coup, à le traiter en tant que tel. Oui, sachant que ce sont des propositions dont les partenaires sociaux peuvent se préoccuper sans avoir besoin d'attendre une évolution législative ou autre réglementaire. Tout à fait. Deuxième axe qui concerne les branches, c'est le renforcement de leur rôle et des outils paritaires pour soutenir l'engagement des entreprises. Moi, je crois pas seulement au rôle de la branche comme instance de production normative, je crois beaucoup aussi au rôle de la branche et peut-être surtout au rôle de la branche comme réservoir d'outils qui vont soutenir l'évolution des pratiques des entreprises. Et donc là, dans le rapport, on a notamment souligné la nécessité de pouvoir renforcer des politiques et des initiatives sectorielles qui existent en matière notamment de prévention de risques d'usure, de désinsertion professionnelle, et notamment avec une utilisation peut-être un peu plus offensive des possibilités données par les accords sur le degré élevé de solidarité. Certaines branches, avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs, se sont saisies de ce sujet de la prévention des risques d'usure et ont mis en place des dispositifs appuyés sur les possibilités données par les accords sur le degré élevé de solidarité. Et puis développer aussi des ressources méthodologiques pour accompagner les entreprises. C'est des sujets complexes sur lesquels toutes les entreprises, évidemment, ne sont pas à armes égales. Et donc là, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être outillées, tant sur le volet de l'employabilité compétence que sur le volet conditions de travail. Et donc là, ça peut faire partie aussi du rôle utile des branches pour aider les entreprises à trouver des solutions adaptées. Et puis, sachant que là aussi, sur le renforcement du rôle des branches, quand tu fais référence au degré élevé de solidarité, on a ici ou là quelques dispositions conventionnelles qui existent, et on sait que c'est le fait de prévoir ce degré élevé de solidarité qui permet notamment des recommandations d'organismes, et dans ce cadre-là, on est amené à pouvoir coordonner l'utilisation d'une ressource mutualisée pour développer une politique de prévention ou pour développer par ailleurs une politique d'aide sociale, mais en particulier sur la politique de prévention. Et ça veut dire que ce sont les commissions paritaires, lorsque dans la branche on a ce type d'accord, ce sont les commissions paritaires qui doivent se saisir de la définition d'un programme et de la mise en œuvre des moyens et suivre l'application qui peut être faite. Et on peut même, dans ce cadre-là, puisque L912.8 du Code de la sécurité sociale le permet, on peut être amené à désigner un organisme qui va, gérer cette ressource ainsi mutualisée. Donc là, c'est quelque chose qui peut se faire sans que pour autant il y ait préalablement une évolution législative. Oui, tout à fait. Ça fait partie des sujets sur lesquels, de manière volontariste, les partenaires sociaux, s'ils le souhaitent, peuvent avancer. Comme elles peuvent avancer sur des démarches d'expérimentation et d'innovation sociale, encadrées par dialogue social de branche. Je donne juste trois exemples qu'on est allé chercher qu'on a mis en exergue dans le rapport. D'une part, elles peuvent par exemple elles pourraient expérimenter un dispositif d'aménagement conventionnel de fin de carrière, du type de celui qui existe dans la Convention collective nationale des cadres, des travaux publics et du bâtiment, par ailleurs, et dans celle aussi du bâtiment. Ce dispositif, il permet à un salarié volontaire de voir sa rémunération baisser corrélativement à un allègement de sa responsabilité, en contrepartie du versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ça, c'est une manière d'engager un ralentissement des fins de carrière. Ça marche évidemment pour les cadres, c'est un outil qui concerne les cadres, mais qui permet aux personnes de ralentir en temps, en charge de travail, en responsabilité, et de trouver un mécanisme qui va équilibrer l'impact sur leur rémunération. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, nous semble-t-il, en tout cas dans la philosophie, qui nous semble intéressant.
Il y a également toute une série de dispositifs qui existent dans certaines branches de mutualisation et de péréquation des obligations à la charge de l'employeur. Par exemple, les indemnités en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude. Ce type de dispositif, en réalité, ce sont des désincitations au recrutement et au maintien dans l'emploi. D'où l'intérêt de pouvoir les mutualiser pour répartir la charge et le risque sur l'ensemble des employeurs de la branche. En particulier, je pense à une branche, c'est la boulangerie qui a mis en place ce type de, que Barthélémy connaît bien, qui a mis en place ce type de dispositif. Et puis, tout à fait, deuxième intervenant. Voilà. Et puis, dernier sujet potentiel, et là-dessus, on est allé chercher l'inspiration dans des pays, notamment nordiques et d'Amérique du Nord, expérimenter la mise en place d'un droit de demander, ça s'appelle un right to request, dans le droit anglo-saxon, un aménagement raisonnable de l'organisation du travail, notamment pour les salariés de plus de 50 ans, en fonction de leurs besoins et contraintes propres. Si on partage l'idée que demain, on ne travaillera pas tous dans les mêmes conditions jusqu'à 65 ans, dans ce cas-là, il faut donner la possibilité aux salariés de pouvoir construire avec l'employeur des modes d'aménagement souples en matière d'organisation du travail. Ce dispositif de right to request, il nous semble intéressant parce qu'il est très formalisé dans le droit notamment nord-américain ou australien et il permet aux salariés de pouvoir engager cette négociation avec son employeur sur les besoins d'adaptation qu'il peut rencontrer, que ce soit au motif de son âge, mais aussi pour toute une série d'autres motifs. Voilà, en quelques mots, pour finir là-dessus, sur les propositions qui concernent plus directement les branches professionnelles. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, de cette présentation très résumée d'un rapport beaucoup plus consistant. Et précisément, cela nous amène directement au troisième binôme qui apparaît maintenant à l'écran, c'est-à-dire mon associé Emmanuel Andréau et Pierre Chaperon, qui vont intervenir sur des questions liées à la retraite, sachant qu'après leur intervention, notre associé François Millet tirera quelques conclusions. Et d'ores et déjà, je dis pour tous nos amis participants, d'ores et déjà, vous pouvez poser vos questions via le chat, ou alors après la conclusion. Nous avons réservé quelques minutes aux questions. Emmanuel, si tu veux intervenir. Oui, merci à tous. Bonjour. Donc, je présente Pierre Chaperon qui est à mes côtés, qui est ancien directeur de la GIRC, ARCO, directeur de cabinet, et qui aujourd'hui est senior advisor au sein du cabinet Gallet Associés, cabinet d'actuariat avec lequel notamment le cabinet Barthélémy travaille. Alors pour cette saison 2, par rapport à la première version que nous avons tenue il y a quelques semaines, vous avez tous pris connaissance des éléments du discours présidentiel qui ont été tenus la semaine dernière, ainsi que les éléments de communication tenus également par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'agissant d'une future réforme des retraites. Donc des certitudes ont été mises en avant par le président, et d'autres solutions ont été écartées par la ministre, d'ailleurs de façon assez surprenante et interrogative. Nous ne les attendions pas nécessairement. Et donc nous voudrions avec vous ce matin repasser en revue tous ces points. Alors ce que nous vous proposons avec Pierre, c'est d'abord dans un premier temps de faire un bref rappel de tous les éléments qui concernaient la première version de la loi aujourd'hui avortée. Et puis, dans un second temps, nous aborderons quelles seront les pistes de réforme possibles, ainsi que potentiellement les éléments de langage que les branches pourraient avoir. Alors, je vais juste pendant quelques instants partager mon écran de façon à pouvoir présenter les différents éléments que nous souhaitions échanger avec vous. Le premier élément que nous souhaitons aborder avec Pierre, c'est la réforme telle qu'elle était en marche, sans mauvais jeu de mots, qui était envisagée par les pouvoirs publics. Alors, c'est vrai que ce qui a pu interpeller dans ce schéma, Pierre, c'est que la réforme, en fait, était une forme d'étatisation
du dispositif tel que nous les connaissons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quand même deux grands piliers. On met de côté les professions libérales, mais il y a une partie publique et une partie privée. Et puis, dans ce cas de figure, il y avait une forme d'appropriation par les pouvoirs publics des éléments du régime privé, notamment de base comme complémentaire, pour le mettre dans une forme monolithique, dans un tout, ce qu'on a appelé le 42 en 1. Pierre, tu en diras quelques mots, avec également un tour de passe-passe magique, mais avec des incidences financières et budgétaires extrêmement importantes, puisque dans ce cadre-là, il y avait également une forme d'appropriation, pour ne pas dire expropriation, des régimes privés qui, nous savons, sont des régimes à cotisation définie, s'agissant en tout cas de la retraite complémentaire, pour les fondre ou les confondre dans le grand régime à prestations définies que sont les régimes publics qui ne bénéficient absolument pas du régime, des systèmes de cotisation tels que nous connaissons dans le privé, mais qui fonctionnent par arithmétique sur le budget de l'État. Alors, ces grandes lignes directrices de la réforme avortée, Pierre, pour rappel et pour mémoire, de façon ensuite à bien comprendre quelles sont les échéances qui se profilent, quelles étaient-elles? Bonjour à tous, merci Emmanuel pour ces propos et pour ton invitation. Alors, effectivement, la réforme et le scénario de réforme, de l'échec de cette réforme, on est bien obligé d'employer ce terme, ce scénario a été assez improbable. Et effectivement, tu as raison de dire, je vais essayer de le démontrer, qu'il y a eu vraiment un déplacement de la cible. C'est-à-dire que le système du 42 en 1, en tout cas à la recherche de mettre tous les régimes des retraites, toutes ces petites boîtes dans une seule et grande boîte, moi je considère que ce n'était pas le cahier des charges de départ. Mais je vais le montrer. Parce que notre propos n'est pas d'aller dire la réforme a été très mal gérée, je crois vraiment que ça n'aurait aucun intérêt, mais c'est plutôt de dire finalement en creux qu'est-ce que peut nous apporter un processus de concertation qui a eu énormément de défauts, on en a beaucoup parlé, mais qui a quand même apporté un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça nous dit pour la réforme V2 et comme j'ai pu le dire dans la presse, on me l'a fait dire, mais je l'ai vraiment dit, je vais dire cette fois, on n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de se planter. Hein. Je fais référence au plan Juppé qui avait bloqué à la fois la France pendant un moment, mais qui a bloqué la capacité de réforme pendant le long terme. Là, on ne pourrait absolument pas être dans cette logique. Alors, le scénario improbable. Tout avait pourtant bien commencé. On ne se souvient pas, mais les premiers échanges de Levoix avec les partenaires sociaux, avec les représentants professionnels, on est plutôt sur une lune de miel. Il y a un rapport d'étape qui est de très bonne qualité, il est disponible en ligne, 10 juillet 2019. Ça reste et ça restera une référence, on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais il y a énormément de sujets dans ce rapport, même des sujets peut-être un peu annexes, mais sur les pensions de réversion, sur l'emploi des seniors, les retraites progressives. Donc il y a plein de choses, indépendamment des grands points qui ont pu faire blocage. Une ambiguïté de départ sur la cible, je vais peut-être y revenir. Et puis, après le rapport, après ces concertations très importantes menées par Jean-Paul Delevoye, eh bien, cette ambiguïté sur la cible, et puis finalement une écoute difficile des partenaires sociaux et des organisations professionnelles. On a le paroxysme, ça a été bien sûr la profession des avocats. Je ne dis pas parce que je suis ici dans un cabinet d'avocats, mais c'était pareil avec les pharmaciens, les auteurs, les experts comptables, les différentes professions qu'on n'attendait pas d'ailleurs. Les professions libérales se sont vraiment mises tout à fait en travers de la réforme. Je ne parle pas du secteur public, parce que la résistance du secteur public à une telle réforme était tout à fait attendue. Et à mon avis, elle a quelques raisons ou quelques liens avec l'architecture de cette réforme. Et donc,
la concertation, la contestation, à laquelle succède la plus grande confusion, hein, je fais des rimes en rions, avec le recours au 49.3. Bon, le 49.3, c'est quand même le coup de force et c'est quand même aussi une réaction un peu de faiblesse, hein, quand on est obligé de passer outre le débat parlementaire. Les partenaires sociaux qui ont été complètement squeezés pendant toute l'affaire sont appelés à la rescousse pendant une conférence de l'équilibre et du financement qui va se mettre en place, hein, en janvier, au mois de janvier. Et puis, au final, on se souvient de la suite, le 49.3, la convention du financement qui doit rendre sa copie, mais qui ne la rendra jamais, puisque un pangolin se met sur la route de tout ce système, de toute cette réforme, et finalement, en même temps que nous allons être confinés, la réforme va l'être également. Je vais faire une petite incise personnelle. À un moment, quand j'ai vu qu'il y avait un risque de confinement et donc de fait de suspendre, et moi j'ai tout de suite pensé d'interrompre et d'annuler la réforme, je me suis dit c'est pas une mauvaise nouvelle pour un certain nombre de personnes, parce que la réforme telle qu'elle était, le bébé ne ressemblait plus à rien, il y avait tellement d'exceptions, tellement, peut-être que je le dis sur le slide suivant, il y avait tellement d'exceptions, tellement de voilà, que le texte n'avait plus j'allais dire, de colonne vertébrale et vraiment posait une difficulté. Donc, pour moi, je disais problème sur la cible. C'est-à-dire que le diagnostic de départ a reposé sur une critique absolument délibérée du système existant. Alors, on a dit le système est injuste. On a dit le système est complexe. Et on a dit le système est équilibré. Alors, si vous voulez, complexe, injuste, là-dessus on passait bien avec l'opinion publique, parce que si on dit on veut un système plus simple et plus équitable, tout le monde est d'accord. Après, vous voyez, 90% des Français jugeaient le système fragile et inégalitaire. Donc, pour Jean-Paul Delevoye, c'était un chemin finalement assez facile d'aller sur voilà, j'allais dire, on rase un peu gratis. Et alors, il y a eu vraiment le gros problème de l'équilibre financier. C'est-à-dire que le Conseil d'orientation des retraites nous dit 6 mois avant le lancement du processus de concertation, et Jean-Paul Delevoye le traduit comme ça en disant « j'ai un alignement de planète ». C'est je peux vous parler d'une réforme sociétale, je peux vous parler de plein de choses, mais on n'a pas besoin de mesures d'équilibre. Vous savez ce qui arrive. Le Conseil, par un autre rapport, nous dit mais si, il y a un problème, il y a un problème d'équilibre. Donc là-dessus, la réforme qui était vue dans un premier temps comme seulement une réforme d'organisation du système, vous savez, on dit systémique, eh bien du coup, elle devait comporter un volet également d'équilibre, donc paramétrique, et un volet d'équilibre, nécessairement, ça sollicite le levier de l'âge, et nécessairement, lorsqu'on sollicite le levier de l'âge, eh bien, on est clivant, on crée de la contestation. Sur la cible, et par rapport à ce que tu as dit, Emmanuel, effectivement, le 42 en 1, c'est-à-dire mettre l'ensemble de ces systèmes, hein, ceux de salariés, ceux d'indépendants, ceux de fonctionnaires dans un seul et même ensemble, ça présuppose par définition un rôle prééminent de l'État. C'est-à-dire que agir par subsidiarité, donner pouvoir aux partenaires sociaux pour gérer un budget qui est 14% du PIB, rappelons, c'est 314 milliards d'euros. C'est ça. Donc, c'est des montants tellement élevés que là-dessus, forcément, sur un système aussi large, on n'a guère la possibilité d'être en subsidiarité. Hein. Et c'est une logique qui, par définition, casse la dualité régime de base, régime obligatoire. Hein. Avec cette distinction, on a une dualité quand même également entre une responsabilité de l'État et une responsabilité des corps intermédiaires
qu'ils soient des partenaires sociaux ou des organisations professionnelles. Pourquoi le 42 en 1 n'était, à mon avis, pas la cible? C'est que finalement, dans le cahier des charges, si vous le reprenez au départ, dans le programme du candidat Macron, il était prévu un régime en points, donc on met en place un régime en points, dans lequel 1 euro cotisé rapporte la même chose pour chacun. C'est finalement très simple et redoutablement efficace comme idée. Mais c'est une idée qui suppose eh bien, finalement de généraliser un système donc en points tel qu'il est connu dans les régimes complémentaires, Agir Carco, pour quand même 30 millions de personnes, hein, donc c'est pas une bagatelle, de généraliser un tel système et eh bien, dans les différents régimes, puisqu'on dit un euro cotisé rapporte la même chose pour chacun, j'allais dire instaurer une sorte de parité d'échange. Une parité d'échange en deux mots, qui suppose que, je sais pas, par exemple, pour telle profession indépendante, le taux de cotisation ne peut pas être le même que pour un salarié, parce que l'indépendant, il paye toute la cotisation. Et que entre les indépendants, entre le kiné et l'avocat, peut-être que le taux de cotisation ne doit pas être le même. Par contre, si on a une parité d'échange, c'est-à-dire une même valeur de points pour tout le monde, en quelque sorte, eh bien, on peut avoir quelque chose de commun, comme dans la retraite complémentaire. J'ai une question s'agissant justement du Conseil d'orientation des retraites du corps, puisque vous le savez peut-être, le corps vient d'ouvrir tout récemment une vaste étude et une vaste enquête concernant la fiabilité et la crédibilité des hypothèses économiques qu'il met en avant, puisqu'il y a quand même une petite musique qui se fait entendre depuis quelque temps sur le fait de savoir que le corps aurait finalement des hypothèses beaucoup trop optimistes sur le très long terme, puisque sur le court terme, évidemment, il se base sur les données gouvernementales, et il fait appel à différents économistes là pour essayer d'asseoir un peu ces hypothèses. Est-ce que, Pierre, sans être évidemment devin, mais est-ce qu'on peut annoncer ou quelques chiffres ou quelques données qui se profilent de façon certaine à l'avenir? Les hypothèses économiques sur lesquelles se base le corps apparaissent-elles en effet trop favorables par rapport à la démographie, la situation démographique telle que l'INSEE la profile et qui semble être relativement acquise? S'agissant de l'aspect démographique, c'est pas un aspect qui pose énormément de problèmes, même si le corps a revu récemment avec l'INSEE les aspects démographiques, de longévité, c'est essentiellement ça qui est en cause. L'aspect démographie n'est pas le plus problématique parce qu'il a quand même une assez forte inertie. Oui, Il faudrait peut-être le nuancer un tout petit peu le propos, mais en tout cas, c'est mon sentiment. L'aspect économique, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout pareil. Regardez actuellement la situation économique, on a un rebond qui paraît complètement inattendu. Comment vous voulez mettre ça dans un système de projection? Parce que les projections, elles sont faites sur des horizons extrêmement lointains, à 50 ans. Alors, il y a bien sûr différents niveaux. On n'est pas uniquement sur 50 ans. Pour aller à 50 ans, il faut déjà faire 10 ans, 20 ans. Et bien sûr, le principe même d'une projection, c'est qu'à mesure du temps qu'on s'éloigne, on a des résultats, un éventail de résultats beaucoup plus aléatoires et larges. Donc, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté de ce débat des projections et des scénarios économiques qui sous-tendent les projections. Alors, c'est vrai, on reproche au corps des visions parfois un petit peu optimistes, Et dans l'exemple de la réforme, ce que j'ai montré tout à l'heure, là, assez clairement, on voit, alors moi je ne sais pas si c'est un excès d'optimisme, mais en tout cas, une prévision qui n'est pas qui est contredite par les faits. Ça c'est tout à fait clair. Et donc le débat du corps, et le corps, il a une grosse contrainte, c'est que il est obligé de prendre des hypothèses des pouvoirs publics. Oui. C'est-à-dire, si le ministre dit j'aurai un taux de croissance de 2,5% sur l'année, le corps va pas dire non, pour nous ce sera 1%, ou que le taux de chômage qui serait projeté à telle hypothèse par les pouvoirs publics
le corps va pas dire, parce que immédiatement vous auriez un article de presse en disant, bah, vous voyez bien que la vision du ministre des Finances, elle n'est pas appuyée, elle n'est pas crédible, vu qu'un autre organisme de prévision dit strictement l'inverse. Donc, il y a quand même une vraie difficulté. Les travaux du corps, et il y avait hier une rencontre sur le sujet, c'est peut-être de faire des scénarios. On a classiquement 3 scénarios, un optimiste, un pessimiste et un scénario moyen. Oui. Quand vous avez 3 scénarios, en fait, à la fin, vous gardez toujours le moyen. Ça, c'est la construction. On est tous construits pareil. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce serait peut-être de placer le scénario de travail plutôt sur le scénario bas, donc sur le 3e. C'est-à-dire que le 3e deviendrait le scénario moyen. Et du coup, on aurait un scénario encore plus bas qui serait un peu une logique de crash test. C'est-à-dire de dire, bah voilà, par exemple, si aujourd'hui on avait vraiment une crise durable, comment le système de retraite se comporte-t-il? D'accord, ok. Et merci pour ces éclairages, Pierre. Alors, deuxième ligne directrice qui était frappante dans ce projet de réforme, puisque pour bien comprendre l'avenir, il faut connaître notre histoire, notre passé, c'était une forme de remise en cause systématique de ce qui marche. On l'a dit tout à l'heure, les régimes privés, notamment le régime Agirc-Arrco, pour lesquels, on le sait, les partenaires sociaux prennent leurs responsabilités. L'attaque frontale des régimes des libéraux, et tu citais tout à l'heure notamment les avocats qui ont effectué plusieurs mois de grève, ce qui était inédit compte tenu de la remise en cause de leur régime géré par une caisse autonome. Et c'est vrai que cette remise en cause de ce qui marche pouvait également interroger, mais était quelque part une forme logique de l'étatisation qui se profilait dans ce 42 en 1. Exactement. Tu as tout dit, hein. C'est absolument mécanique, avec l'idée d'un régime aussi monolithique. Eh bien, on fait disparaître les régimes complémentaires, un système donc paritaire géré par les partenaires sociaux, qui est probablement ce qui marche le mieux dans la retraite aujourd'hui en France, avec les régimes d'indépendants. Hein. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Bon, voilà, rayé d'un trait de plume. Donc, les régimes d'indépendants gérés, vous voyez, avec des sensibilités professionnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, les avocats, c'est pas pareil que les kinés, c'est pas pareil que les dentistes ou les sages-femmes. Enfin bon, voilà. Des systèmes, on dit souvent des systèmes par et pour la profession. Et là-dessus, c'est des régimes qui ont constitué des niveaux de réserve très importants. Je vais en dire un petit mot. Et donc, c'est quand même à mettre à leur actif. Et tout système monolithique et étatique, par définition, il conduit à prendre ses réserves. Et puis, vous avez le régime complémentaire des fonctionnaires. Alors là, c'est beaucoup moins connu parce qu'il existe un régime, alors on ne l'appelle pas complémentaire parce que le régime des fonctionnaires est un régime qui est un seul bloc, donc on l'appelle plutôt régime additionnel de la fonction publique. Hein. Tous les mots ont une importance, mais régime, donc le RAF, qui est un régime géré par la caisse des dépôts, de conciliation. Pourquoi j'en parle? C'est parce que, c'est mal connu quand même, les fonctionnaires, pour leur prime, cotisent à un régime qui est un régime jeune, hein, qui a moins de 10 ans. Oui, de 2005. Ouais. Ça avait été sous Fillon, je crois. Oui, ça avait été. Ouais. Et qui a donc un régime jeune. Donc les fonctionnaires cotisent à ce régime sur leur prime de façon obligatoire. Figurez-vous que c'est un régime en points et c'est un régime en répartition. Pardon, en provisionné. Je vais faire l'inverse. C'est un régime en capitalisation. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui est quand même mal connu, je pense, dans le pays. Je ne parle pas de frais-fonds aussi pour les fonctionnaires. Potentiellement, il y a un réceptacle possible pour dire on pourrait faire un régime complémentaire cette fois, pas seulement additionnel, mais un régime complémentaire pour les fonctionnaires. Alors, dans cette remise en cause systématique de ce qui marche, bien, le débat va se polariser sur des questions dont tout le monde se souvient. Alors, je vais commencer par, sans le détailler, peut-être les 2 points, mais la question des réserves, c'était là aussi le point lourd. Comment justifier que l'État mette la main sur 65 milliards
de réserve constituée par les partenaires sociaux pour le financement de l'Agirc Arrco. Comment expliquer que les régimes d'indépendants, qui selon les professions avaient constitué des niveaux de réserve plus ou moins importants, selon leurs horizons, le dynamisme de la profession, comment justifier que tout ça pouvait être capté par l'État. Comment ça pouvait être justifié? Par une seule raison, c'est à partir du moment où vous mettez en place un seul régime, très logiquement, il a vocation à tout prendre, j'allais dire, à prendre l'actif et à prendre le passif. Et il ne peut pas prendre que les passifs, il ne peut pas prendre que les droits des gens, les passifs, il faut qu'ils prennent aussi les actifs, et donc les actifs financiers, les réserves. C'est absolument logique, mais c'est absolument redoutable quant au projet et quant aux conséquences de ce projet. Alors, vous vous souvenez également qu'il y avait eu des débats assez lourds sur les salariés avec le niveau de rémunération ou indépendant, d'ailleurs les plus élevés, qui, au-delà de 3 plafonds, étaient dispensés de cotisations. Mais c'est moins de 4% des actifs et ça me paraît un sujet plus annexe. Mais vous voyez, même sur un sujet comme ça, qui concerne que des dirigeants, hein, même là, on a eu des polémiques. Alors, c'est vrai que ce régime des 3 plafonds, à peu près 120 000 euros, en fait, est une décalcomanie de ce qui existe dans le régime public. Et là aussi, c'est une illustration supplémentaire du fait que la réforme était bien une forme de publicisation de l'ensemble des régimes, y compris dans les seuils de référence qui étaient pris en compte. Alors, dernier grand point également sur cette réforme, qui est les derniers éléments frappants, c'est que nous avons pris connaissance d'un certain nombre de nouveautés, hein, notamment la clause de grand-père, sur laquelle tu pourras en dire l'un ou l'autre mot. Il y avait également une forme d'injustice dans ce projet, puisque nous avons vu qu'entre les présentations du début et ce qui était finalement voté, il y avait un report dans le temps de l'entrée des générations dans le nouveau système, sachant que à la base, dans quelques jours, au 1er décembre et puis au 1er janvier 2022, les premières générations devaient entrer dans le nouveau régime universel. Et il y a eu donc cette réforme qui était présentée comme favorable, a en réalité, au fil du temps, au fil de l'eau, décliné vers un schéma qui était devenu non seulement incompréhensible, contre-productif, mais qui a été totalement antinomique à ses objectifs initiaux. Oui, et ce que tu évoques, en fait, c'est assez risible. Moi, je l'ai quasiment vu familialement. On m'interrogeait, ou mes amis m'interrogeaient en disant la réforme, est-ce que je suis dedans, pas dedans? Alors moi, au début, moi j'y étais toujours, hein. Mais j'y étais, ma femme, enfin j'y étais pas. Non, pardon, c'est l'inverse, j'y étais pas, et ma femme y était. Elle me disait, est-ce que c'est une bonne affaire? Je disais oui, c'est. Bon, bref. Et puis après, elle y était plus. Après, bref. Et ma fille seulement était dans la réforme. Et à la fin, mon fils qui est beaucoup plus jeune, y était pour toute sa carrière. Et ma fille elle-même, elle y était de façon fractionnée. Donc c'était. Et si vous reprenez le rapport de Levoy de juillet, il montre par des cas types que la réforme est à chaque fois plus favorable. Gagnante. Voilà, ce qui est injouable, parce que c'est quand même des réformes dans lesquelles on essaye de gagner un peu d'argent. Et donc, c'était assez risible de voir qu'avec le temps, on renvoyait de plus en plus aux jeunes générations. Et j'ai évoqué tout à l'heure le fait que finalement, le confinement de la réforme, ce n'est pas forcément une catastrophe, compte tenu vraiment d'évolution qui était vraiment très très illisible. Moi personnellement, j'étais pas, j'allais dire très fier de dire vraiment encore plus qu'avant, on renvoie vraiment aux jeunes générations le fardeau de nos retraites. Alors, on laisse déjà quelques fardeaux planétaires. Voilà. Dans la période, les Français ont appris ce que c'était que la clause du grand-père. Alors, c'est quand même pas la clause la plus porteuse et la plus dynamique, hein, je rappelle, hein, ça veut dire qu'on réserve la réforme, on applique la réforme qu'aux seules personnes qui rentrent sur le marché du travail. Bon, voilà.
on peut pas avoir une clause, enfin c'est grand-père, hein, moins dynamique et encore une fois moins porteuse. Ce qui reportait sur des Voilà. décennies et des générations Voilà. la bascule complète de l'ancien régime vers le nouveau régime en plus. Exactement. Donc, j'allais dire tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire c'est vraiment ceux qui organisent la réforme, qui ne se l'appliquent pas à eux-mêmes et qui voilà, le renvoient aux générations futures. Donc ça c'est très ennuyeux. Et enfin, dernier point qui est Ouais. peut-être le pire, c'est que les pouvoirs publics ont réussi le tour de force, quelque part, de contaminer une notion, la notion de point, qui est pourtant très connue en matière de régime complémentaire, régime Agirc-Arrco, à tel point que cette notion de point a été vécue à la fin de la course législative, qui s'est interrompue pour les raisons que vous savez, comme quelque chose de défavorable. Et d'ailleurs, cet élément a été conforté il y a 1 ou 2 jours, puisque la ministre du Travail a annoncé qu'une future réforme des retraites, sous-entendue par la majorité actuelle, si elle restait au pouvoir, ne camperait pas, ne se baserait pas sur un système par points. Or, pourtant, a priori, ce système par points est le plus simple, le plus lisible, le plus connu, le plus commode, et peut-être celui qui aurait dû être adopté lors d'une future réforme, non, Pierre? Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, la carte a été gâchée. Et finalement, je comprends assez bien que Elisabeth Borne, et pour moi, je le dirai peut-être dans un instant, s'était dit en creux dans l'intervention du président de la République. Bon, c'est vrai que la notion en point, j'ai dit, enfin, elle est effectivement très pratiquée, puisque elle est pratiquée, je l'ai dit, pour le régime complémentaire de salariés, donc 30 millions de personnes, pour les fonctionnaires via le régime additionnel. Oui. Ça c'est mal connu, hein. Il faudrait faire j'ai pas de tête là comme ça, le nombre de personnes, c'est extrêmement important. Et plus les indépendants qui ont très largement des régimes en points. Et donc c'est vraiment la notion de points, une notion qui est très bien maîtrisée, très bien connue et qui jusque-là n'a jamais posé difficulté. Et c'est vrai que la notion de point sort extrêmement abîmée de tout le débat, avec l'idée de dire, avec le point, on fait ce qu'on veut, on modifie sa valeur, on modifie le nombre de points, on modifie son prix d'achat. Voilà, et des visions quand même assez courtes parce que un système en points peut tout à fait comporter des garde-fous sur le thème. Et des effets cliqués. Avec des effets cliqués, exactement, des clauses de sauvegarde. Enfin, voilà, plein de choses peuvent être imaginées. Et au contraire, la notion de point permet un pilotage qui est un pilotage transparent, un pilotage compréhensible, j'ai envie de dire, qui comprend la formule de calcul au régime de base de sécurité sociale, hein, qui est pratiqué avec 3 éléments: le salaire annuel moyen, les 25 meilleures années, le taux 50% quand on a son taux plein, l'âge et la durée, et puis un coefficient de proratisation qui fait que même quand vous attendez 67 ans, ou en principe vous avez le taux plein, vous n'avez éventuellement pas une retraite pleine. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors justement, cette notion de point, on imaginait qu'elle pouvait être au cœur de la version 2, de la saison 2 de la réforme. Il semble finalement, en tout cas selon le gouvernement actuel, que tel ne soit pas le cas, ou tel ne serait pas le cas. Alors comment imaginer un peu cette saison 2, Pierre? Quelles seraient les grandes lignes directrices? Évidemment, abstraction faite de toute connotation politique et sans tenir compte des programmes des uns et des autres des candidats affichés ou supposés. Quelles pourraient être les grandes lignes directrices? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, de façon très claire et non équivoque, on ne pourra pas se tromper sur cette deuxième saison. Et nous savons tous que quelle que soit la majorité qui sera issue des urnes dans quelques mois, il y aura une réforme qui sera enclenchée dès l'année 2022. Et cette réforme, en effet, cette fois-ci, devra aboutir à une bonne fin. Alors, quels sont les éléments
principaux qu'il faut avoir à l'esprit en vue de ce qui s'annonce. Alors, Emmanuel, comme nous sommes des gens honnêtes et transparents, on a remis dans la présentation les éléments qu'on a utilisés lors du mois de notre topo précédent, où on avait évoqué effectivement comment imaginer la saison 2. Alors c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que a priori on n'avait pas trop mal vu les choses. Alors d'abord forcément la saison 2 intervient dans un contexte complètement modifié. Aujourd'hui on n'en est plus à savoir s'il y a un alignement de planète. Voilà. Il y a des déficits considérables. 13 milliards on a mis. Bon, depuis, on est plutôt autour de 10 milliards d'ailleurs, compte tenu d'un certain nombre de nouvelles peut-être moins mauvaises que prévues. Bon, apprend-on de ces échecs? Ça, c'est un beau sujet de philosophie, on verra après coup. Et en fait, on peut imaginer de prendre, c'était notre proposition, notre axe de réflexion en tout cas, de prendre le sujet à l'inverse des prérequis de 2018. C'est un effet judo en quelque sorte. Donc, s'attaquer en priorité à résorber les déficits, activer le leviage si on veut une mesure qui permet de gagner des économies, de ramener les équilibres. On est obligé d'utiliser ce levier. Et ça semble être acquis, puisque dans le discours présidentiel de la semaine dernière, sans annoncer un âge cible, souvenez-vous, il y avait ce fameux âge pivot dont nous n'avons pas parlé de 64 ans, sur lequel l'ancien Premier ministre essayait de s'accrocher. Quels seraient également les éléments de certitude là-dessus? Parce que cette problématique de relever l'âge après la réforme qui a eu lieu en 2010 est également vivement critiquée comme étant perçue comme profondément injuste. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, suite au discours présidentiel, un certain nombre de commentaires ont pu être donnés sur le fait qu'il n'y a rien de plus injuste que de relever l'âge, même si à court terme, il y a des économies relativement importantes, mais ce point semble acquis du fait qu'on ne resterait pas de toute façon à 62 ans. Oui, alors, je ne sais pas si je dirais que ce point est acquis. Enfin, il a été évoqué dans la déclaration du président de la République, qui finalement, un peu comme on l'écrivait, travaille en priorité, donc j'imagine de travailler en priorité sur l'âge et sur la problématique des régimes dérogatoires, des régimes spéciaux, des régimes publics. Donc là, on est vraiment sur ce type de priorité qui, en creux d'ailleurs, dirait que on travaille moins à réformer les régimes, j'allais dire complémentaires. Encore, il faudrait nuancer tout ça, mais en tout cas, ce ne serait plus le cœur de la réforme, ni l'idée d'un régime en point, si on peut y revenir. Mais donc, ça voudrait dire vraiment de placer vraiment de focuser sur vraiment ces notions d'âge et de régimes spéciaux. Alors, ça, à mon avis, ça a vraiment l'avantage de la clarté, d'aller directement au but. Ça a un inconvénient, c'est que c'est frontal comme approche. Oui. C'est-à-dire que, et c'est là où on a peut-être une réponse à se dire pourquoi dans la réforme précédente, dans la réforme apportée, on a eu cette vision si large, si sociétale. C'est vrai que ça permettait d'emballer un certain nombre de choses. Le système du public, il était noyé dans la masse. Il était noyé dans la masse. Les fonctionnaires étaient aussi mécontents que les avocats. Et à la fin, quand vous avez rendu tout le monde mécontent, si vous aviez arrivé à tenir face à la rue, au moins c'est un mécontentement équitable. Et donc, en conséquence, alors, pour ce qui se profile, quels sont les quelques éléments sur lesquels on peut dire 2 ou 3 mots avant de clore notre intervention? Alors, donc, le régime en point paraît abandonné. Tu as évoqué les directions des propos d'Elisabeth Borne et on voit bien dans la déclaration du président, donc ce n'est plus traité. Donc, tout le focus sur l'âge. Et là, je voudrais m'y arrêter un tout petit peu puisque c'est l'objet de cette rencontre avec les exposés précédents qui étaient absolument passionnants sur le sujet.
pour dire, tu évoquais l'âge de 64 ans, pour moi, rien n'est acquis. Je suis même pas sûr que le chiffre de 64 ait été prononcé. Non, je parlais de l'âge pivot. Mais Voilà. Je me référais à l'âge pivot qui avait été évoqué dans la version 1. Mais sur la version 2, on y est. Est-ce qu'on sera en logique d'âge pivot? Est-ce qu'on fait évoluer l'âge et éventuellement les durées de cotisation en même temps, ou on fait seulement l'âge? Bon, a priori, on serait plutôt dans âge durée, mais tout ça doit être regardé. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'une réforme, elle a une inertie forcément importante. Alors, je ne parle pas de clause du grand-père, mais une réforme sur l'âge, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les retraites, prenons cet exemple-là, passent à 64 ans. Forcément, ça a un effet très progressif. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a en la matière plusieurs idées. D'abord, une réglementation doit être générationnelle. Elle doit monter en charge progressivement, notamment parce que, eh bien, pour une personne qui fait son choix de départ en retraite, ou pour l'entreprise d'ailleurs, qui ne souhaite pas forcément garder un salarié, faut parler de la vraie vie, eh bien, il y a un horizon. La personne se dit, je sais pas, à 58 ans, moi dans 4 ans, je pars à la retraite. Et c'est pas possible de lui rajouter 2 années, voilà. Donc il y a, moi j'aime bien ce concept d'effet d'horizon, pour dire que à partir d'un certain moment, je ne sais pas le situer exactement, mais je dirais autour de 58 ans. J'allais dire, il y a une sorte, tu as employé tout à l'heure une sorte d'effet cliquet, que j'aime bien, il y a une sorte de cliquet. Voilà. Et que pour les générations plus jeunes, eh bien, on peut rajouter du trimestre, en général on le fait par trimestre, mais on peut rajouter de l'âge par trimestre, par mois, peu importe, que très progressivement. Donc, ça veut dire que les 64 ans, même imaginons qu'ils soient décidés demain, ce qui est loin d'être fait, le temps que ça se mette en place, que ça monte en charge, ça prend quand même pas mal de temps, et ça pose la question, et c'est une question tout à fait passionnante, de voir comment les partenaires sociaux peuvent travailler sur ce domaine-là, et sans forcément attendre la réforme, puisque même la réforme, le jour où elle est prise sur l'âge, eh bien, elle donne une indication qui est considérable. L'âge, c'est quand même, c'est considérable, mais en même temps, ça ne s'applique pas absolument directement aux générations qui sont les générations dont l'horizon proche est quand même celui de la retraite. D'accord. Alors, les partenaires sociaux, justement, parlons-en, mais ça sera le mot de la fin, puisque au niveau des branches, quel peut être ce rôle des partenaires sociaux pour notre mot conclusif? En quoi les branches pourraient-elles s'agréger, anticiper, participer à cette évolution que l'on sait inéluctable de notre système de retraite? Je pense que les branches, plus que jamais, c'est le niveau pertinent pour agir, pour réfléchir, pour négocier, pour conclure sur ce sujet-là, car la situation est très contrastée d'un secteur à l'autre. On n'a pas besoin de le dire, dans le cadre de secteurs d'activité qui ont été très diversement touchés par la crise et qui aujourd'hui ont des perspectives très différentes d'un domaine à l'autre. Donc c'est très discriminant, et là les partenaires sociaux doivent se saisir vraiment de ces questions. On voit bien en plus avec les tensions sur le marché de l'emploi aujourd'hui que la question de la retraite, c'est une question de fidélisation des salariés dans l'entreprise. Olivier Mériaux a très bien montré tous les points sur la question du taux d'emploi dans l'entreprise. C'est des domaines sur lesquels on n'est pas bon en France. Faut pas se le mentir. Voilà. Donc il y a énormément de travail, et ce sera d'ailleurs le fait de travailler là-dessus, ce sera un moyen d'aider à faire aboutir une réforme. Et je trouve que pour une branche, il y a là vraiment un domaine de réflexion majeur. Et j'allais dire, je me permettrai cette expression, pour une branche à la fois bien organisée, qui veut coller à son secteur d'activité et à ses contraintes, mais aussi pour une branche citoyenne qui permet d'aider à faire atterrir une réforme qui sera une réforme d'intérêt général, on l'a dit plusieurs fois, sur laquelle on ne doit pas
se rater, mais qui est indispensable à bien des égards. Là, donc, par exemple, un certain nombre de sujets qu'on peut lister, ben, c'est d'encourager les salariés à poursuivre leur activité avec la surcote, avec réduction du temps de travail, éventuellement, temps partiel, ça a été évoqué avant. La retraite progressive qui ne marche pas du tout pour l'instant. Par contre, c'est un formidable outil pourtant. C'est un Eldorado. N'hésitez pas à nous demander, on peut vous le démontrer. Bon, le cumul emploi-retraite est, à mon avis, moins un Eldorado, mais qui est un dispositif qui existe. Et puis, bien sûr, la retraite supplémentaire, les articles… Les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne retraite, les articles 39, qu'on n'appelle plus 39, mais des régimes à prestations définies, compatibles avec la libre circulation des salariés. Là, vous avez des outils extrêmement nombreux dont les branches doivent se saisir. Peut-être que, indépendamment de l'aspect retraite, qui est évoqué là, mais de façon assez embryonnaire, je crois que pour traiter de la question du salarié expérimenté, il y a vraiment une agrégation de disciplines entre ce que j'ai évoqué sur la retraite, mais qui est finalement, à mon avis, un peu secondaire. C'est droit social, droit du travail, simulation financière, prise en amont prise de décision. Oui, pour la personne, elle a besoin de savoir ce à quoi elle aura droit. Parfait. Mais pour moi, tout l'environnement de droit du travail, par exemple, je prends un exemple. Enfin, est-ce que la retraite progressive, on peut imaginer qu'elle soit généralisée dans une entreprise? Aujourd'hui, elle est pas de droit, et elle est assez rarement accordée d'ailleurs. Bon, avec le télétravail, il y a plein de choses qui se rejouent différemment. Et c'est là où il y a vraiment pour moi une question de capacité à être une sorte d'ensemblier pour aborder vraiment toutes ces questions qui vont vraiment de l'univers du travail, la satisfaction au travail, au droit du travail, aux différentes mesures qui peuvent être prises, au droit social, après aux différents leviers qui peuvent exister, la connaissance par la personne de ses droits. Donc il y a vraiment tout un écosystème qui a pas été bien travaillé jusqu'à présent. Moi, je suis ravi qu'on puisse réfléchir à ça et vous présenter ces éléments, parce que c'est vraiment des éléments sur lesquels nous, on travaille très concrètement ensemble avec Emmanuel sur vraiment ce continuum. Bon, écoutez, merci Pierre. Voilà les quelques mots que nous souhaitions partager. Je vais donner maintenant la parole à mon associé François Millet, qui va apporter quelques mots de conclusion. François, si tu veux bien prendre la parole. C'est vous qui ouvrez les questions. Voilà. Et puis, évidemment, ça permettra également à la salle virtuelle de poser des questions et de s'exprimer et d'interroger les différents intervenants. Merci François. Oui, bonjour à tous. Alors, quelques rapides mots de conclusion pour ponctuer cette matinée d'échange. Déjà, remercier l'ensemble des intervenants qui sont parmi nous pour discuter de ce thème central qui est l'âge et la manière dont on peut le traiter dans les branches. Alors voilà, la conclusion rapide que j'avais envie de dresser, c'est que finalement les branches, et c'est ce qui vient d'être dit par Emmanuel Andréau et Pierre Chaperon, les branches ont un rôle particulier à jouer sur ce thème, puisque, on l'a vu en début de matinée, elles doivent être vigilantes dans la rédaction de leurs accords pour ne pas créer de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, à l'égard des salariés dits âgés. On a vu aussi qu'au-delà de cette vigilance, les branches peuvent mettre en place des outils très concrets qui leur permettent de justement accompagner les salariés vers la fin de leur carrière, la fin de leur carrière étant matérialisée par leur départ à la retraite. Donc on a vu que la réforme connaissait nombreuses vicissitudes, mais finalement cet accompagnement, il peut se faire non pas de façon linéaire comme on peut le penser en général, en faisant en sorte que le salarié ne soit pas licencié avant de pouvoir atteindre un âge auquel il peut prétendre à liquider sa retraite, mais aussi par des solutions un peu ingénieuses qui permettent finalement aux salariés de décélérer progressivement
jusqu'à ce qu'ils puissent enfin bénéficier de ces droits ou alors prolonger une activité au-delà avec des phénomènes de surcote, comme on l'a vu, parce que finalement les situations d'un individu à un autre peuvent être différentes. Donc cette problématique de l'âge dans les branches, elle nous a semblé essentielle et elle se traduit à travers ces différentes pistes de réflexion que l'on vous soumet. On est bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Et peut-être Bruno peut dire un mot déjà de notre prochaine manifestation qui aura lieu en janvier prochain. Tout à fait. Merci, merci François et merci à Emmanuel et Pierre. Effectivement, donc, n'hésitez pas s'il y a donc des questions de nous les poser, comme cela a été dit, et deux informations. D'une part, les supports qui vous ont été présentés vont vous être adressés, avec donc ce qui permettra de résumer les différentes interventions. Ça, c'est le premier point. Et comme François l'évoquait, nous avons d'ores et déjà programmé notre prochaine manifestation du Club des Branches qui aura lieu le 11 janvier au matin. Et ce matin-là, nous avons prévu d'aborder, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires qui doit avoir lieu au niveau des branches, nous avons prévu de faire un focus particulier sur la notion de salaire minima. Vous avez bien entendu pu prendre connaissance de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le mois dernier à propos, au cas particulier de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, puisque l'organisation patronale signataire et les organisations salariales signataires ont posté devant le Conseil d'État l'arrêté d'extension, puisque le ministère du Travail avait exclu de l'extension la prise en compte des éléments complémentaires de salaire qui existent dans cette branche, à savoir la pause payée et une prime annuelle dite de 13e mois. Et le Conseil d'État a fait droit à la requête des organisations patronales et salariales signataires en considérant qu'il appartenait aux branches de définir la notion de salaire minimum, et à partir du moment où les branches prévoyaient de considérer que la notion de salaire englobait les éléments complémentaires par la définition ainsi donnée, cela permettait de maintenir dans ce qu'on appelle le bloc 1 ces éléments complémentaires, et ce qui n'interdit pas les dérogations par accord d'entreprise, mais à condition de prévoir des garanties au moins équivalentes. Voilà, très rapidement résumé, ce qu'a dit le Conseil d'État, et précisément nous avons prévu au niveau du Club des Branches de traiter de façon plus approfondie cette question à partir précisément de quelques rédactions qui existent ici ou là dans les conventions collectives, à partir aussi peut-être de ce qui n'existe pas, et donc des préconisations que nous pourrions faire ou échanger sur le terrain donc de la définition. Et bien entendu, au-delà de la question des salaires minima, on abordera d'autres questions qui tiennent à la négociation annuelle sur les salaires, par exemple sur le lien avec d'autres aspects, que ce soit le temps de travail, que ce soit aussi sur des questions liées à la durée de l'accord et ainsi de suite. Mais aussi au rapport qui doit être présenté par la délégation patronale à l'occasion de cette négociation. Donc voilà le programme. Bien entendu, nous reviendrons vers vous pour vous indiquer les modalités pratiques, mais d'ores et déjà, vous pouvez, si cela vous convient, retenir la matinée du 11 janvier prochain pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions qui pourraient être posées? Je n'en vois pas actuellement, mais je sais que notre assistante de communication, Camille, vient de le rappeler. Donc, n'hésitez pas donc à intervenir maintenant. Et puis, si
s'il n'y a pas d'autres interventions, et j'interroge du regard tous ceux qui sont encore à l'écran, s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, merci Christophe aussi de se reconnecter et Olivier également, on vous remercie de vos interventions. Eh bien, on va pouvoir se libérer. Bonne journée à toutes et tous. Merci de votre participation parce que vous étiez pratiquement une vingtaine de chambres syndicales patronales à vous être connectés. Donc, ça nous conforte dans l'idée que ces communications ont de l'intérêt et donc vous retrouverez l'essentiel de ce qui a été écrit très prochainement qui vous sera diffusé par notre service communication. Bonne journée à toutes et tous et à très bientôt. Merci. Merci à tous.